Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. Un dollar américain vaut 2836,7087 francs congolais. Un euro équivaut à 2944,2684 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,4885 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 152,4506 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2865 francs congolais, un euro vaut 2863 francs congolais et un franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a connu une légère hausse érique. Elle coûte 9168,88 dollars américains contre 9033,70 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a bougé. Il coûte 24 275 dollars américains contre 23 300 dollars américains depuis plusieurs mois. L'once d'or est vendue à partir de 2757,55 dollars américains contre 2696,25 dollars américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 75,55 dollars américains contre 79,11 dollars américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 11 559 dollars américains contre 10 821 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. C'est un projet localisé en Afrique centrale destiné à relier les deux capitales les plus rapprochées au monde, Kinshasa-Brazzaville. Il s'agit du pont route-rail entre la capitale de la République démocratique du Congo et la capitale de la République du Congo. Quels sont les avantages économiques pour ces deux pays par rapport à ce projet? Jeudi Économie reçoit pour vous un expert dans le secteur des infrastructures. Il fut ingénieur homologue du projet, justement, route rail Kinshasa-Brazzaville. Il est président du think tank RDC Stratégie. Je rappelle que cette émission se déroule en dehors du studio. Nous avons approché notre invité là où il tient sa conférence justement sur cette question du pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Monsieur Bodo Matungulu, bonjour. Bonjour monsieur Eric Ambago et encore meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux à vous aussi. C'est quoi le projet route rail Kinshasa-Brazzaville? Alors monsieur Eric Ambago, merci beaucoup. Le projet pont route rail Kinshasa-Brazzaville, comme cela est intitulé, mais le vrai intitulé en fait de ce projet, c'est le projet pont route rail entre la ville de Kinshasa et de Brazzaville et les prolongements du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Ici, comme vous le savez, c'est un projet qui consiste à jeter un pont entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et ici, il faudrait souligner surtout que ça entre dans le processus de l'intégration régionale et des échanges au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et ces projets viennent non seulement pour relier les deux capitales, mais surtout cet ancrage d'intégration sous-régionale va constituer aussi à compléter les maillons manquants du corridor routier qui fait partie en fait des corridors de développement qui ont été retenus dans le cadre de projets du NEPAD
qui est en fait nouveau partenaire économique pour le développement de l'Afrique. Pour le développement de l'Afrique, où il y a ces volets infrastructures. Et il y a à peu près 55 projets prioritaires qui ont été retenus. Et parmi les projets qui ont été lancés en première phase, il y en avait 14. Et parmi les 14, il y avait le projet Pont-Route-Rail qui avait été sélectionné. Donc on a aujourd'hui le corridor qui va de Tripoli jusqu'au Cap en Afrique du Sud, en passant par Windhoek. Et lorsqu'on arrive au niveau de l'Afrique centrale, il y a ces chaînons manquants. En fait, le projet Pont-Route-Rail vient compléter en fait ces chaînons manquants qui permet l'intégration sous-régionale. Les autres parties sont déjà bouclées, finies. Non, il y a des parties qui ne sont pas encore bouclées. Vous avez par exemple au nord, il y a le chaînon manquant aussi de la route qui va de Bertois à Ouesso, le Cameroun et la République du Congo. Au sud, vous avez la section qui nous amène jusque vers l'Angola. Donc il y a des chaînons manquants routiers, mais le plus grand, c'est celui qu'il faut en fait pour traverser le fleuve. Parce que vous savez, la route, même quand elle n'est pas asphaltée, même quand les routes sont encore en terre, on peut rouler dessus. Mais sur un fleuve, quand il n'y a pas d'ouvrage, on ne sait pas rouler. Donc voilà un peu le projet. Et ces projets consistent premièrement à construire un pont. C'est un pont qui est un pont pour les ingénieurs civils, on connaît, c'est un pont aubané parce que nous avons à peu près 1,5 km à parcourir sur le pont. Je reviendrai un peu sur comment on en est arrivé là. Oui, la structure du pont. Et puis vous avez les raccordements routiers et ferroviaires parce que le pont sera un pont route-rail. Donc vous avez au-dessus un tablier avec une emprise de 2 fois 2 voies. Et puis vous avez en bas où vous avez sous forme d'un caisson qui va permettre à ce que l'on puisse passer les chemins de fer. C'est ça, comme dans un tunnel? Pas comme un tunnel, c'est vraiment sous forme d'un caisson où vous avez au-dessus l'établier qui est un pont aux routes et en bas vous avez le rail. Pour ceux qui connaissent le pont Maréchal, c'est un peu cette forme-là. Donc on aura ici un pont aubané avec des aubans. Et vous avez à côté du pont, vous avez ce qu'on appelle les raccordements routiers et des raccordements ferroviaires. Comme je l'ai dit, on parle pour la partie RDC, c'est avec le prolongement du chemin de fer Kinshasa, il est beau. Donc il y a la partie ferroviaire qui est prévue, la partie routière, et vous avez ce qu'on appelle des postes de contrôle unique frontaliers de 2 côtés, qui vont permettre à ce qu'on puisse réaliser en fait toutes les procédures douanières de contrôle de sécurité au niveau des 2 postes. Donc le pont route-rail, c'est un ouvrage où nous avons la route, nous avons le rail fusionné pour le trafic sur le fleuve Congo. Sur le fleuve Congo. Ce projet a été initié pourquoi? C'était pour relier les 2 capitales les plus rapprochées au monde, ou c'était simplement pour servir à ce projet panafricain? Alors, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai présenté un peu le rôle de ce pont qui vient compléter les chaînons manquants et la dimension d'intégration régionale de ce pont. Mais ici, pour mieux comprendre le projet, parce que là vous dites comment elle a été initiée, c'est pour dire quand elle a été initiée aussi. Donc je vais vous présenter quelques dates clés du projet, parce que c'est un projet qui a connu un processus vraiment très long. Déjà, ce qu'il faut noter ici, que les conseils de fonds africains de développement, qu'on appelle le fonds FAD, a accordé en 2018 un don de 5 millions d'unités de compte, l'équivalent à peu près de 8 millions de dollars américains aux 2 gouvernements. Je vais revenir sur le choix du site. Vous avez le site gare à gare entre les 2 beaches. Au niveau de la gare, la longueur du pont nous faisait 4 km. Et puis nous avons au niveau de Maluku, nous sommes tombés sur un site où il y avait presque 3 km et puis finalement on vient de tomber sur un site où on avait à peu près 1 km 500 au niveau de Maluku, qu'on appelle à notre niveau Maluku très chaud. Après, lorsqu'on est tombé d'accord sur le site de Maluku très chaud, on va maintenant passer à ce qu'on appelle les études d'avant-projet détaillées. En 2012, on a validé les études APES et dans la validation des études APES, on a choisi le site de Maluku.
sur les 3 sites qui sont sortis des 14 sites qui ont été étudiés. Sur les sites de Maluku, on va maintenant mener ce qu'on appelle les études d'avant-projet détaillées, les études APD. En 2017, qu'on va finaliser ces études d'avant-projet détaillées avec toutes les études, topographiques, bathymétriques, les études au niveau du fleuve, tout a été mené géotechnique. Et en 2017, à Libreville, on va organiser un atelier pour valider ces études. Ces études qui ont été réalisées pour la partie pont par Aegis International et sur la partie du chemin de fer Kinshasa-Ilebo par le groupement Louis Berger et puis SNCF International. Ce sont des groupes français, tous les deux? Non, Louis Berger, c'est américain. C'est un peu international, mais c'est américain et la SNCF c'est français. Alors, en 2017, on recrute un bureau d'études italien pour faire la revue en fait de ces études. Et là, c'est piloté par la CAC, qui est la Communauté économique des États d'Afrique centrale, à qui les 2 États avaient donné mandat de pouvoir coordonner ces études. En 2017, on valide donc les études APD, qui nous donnent le coût du projet, qui nous donnent tout ce qu'il faut faire comme montage financier, économique, la rentabilité du projet. En 2019, pour permettre maintenant à ce qu'on puisse passer à l'autre phase, celui de recruter la structure qui pourra construire le pont, avant d'y arriver, il fallait ici que les 2 États puissent signer un accord bilatéral. Donc, on va signer le 11 novembre 2019 à Johannesburg l'accord bilatéral. Cet accord visait à organiser les financements, la construction et l'exploitation du pont route-rail. Cet accord va consacrer quelque chose, c'est-à-dire du point de vue institutionnel, les différentes structures qui vont jouer leur rôle. Nous avons entre autres la communauté économique des États d'Afrique centrale à qui les États vont conférer la mission de la coordination générale du projet, et la BAD, qui est la Banque africaine de développement, sera chargée ici d'apporter une partie des fonds nécessaires au financement du projet par les concessionnaires et au financement pour le parti tel que le raccordement d'accès routier. Et il y a un acteur majeur qui va entrer en jeu, c'est Africa 50. Africa 50 qui est un fonds d'investissement dont les actionnaires sont quelques États membres de la BAD et la BAD lui-même. C'est la plateforme africaine en fait qui va prendre en charge la structuration du projet. Il a pour mission ici de pouvoir gérer le projet jusqu'à l'appel d'offres qui doit arriver à sélectionner un partenaire stratégique, parce que l'option levée c'était de pouvoir en fait faire que ces projets soient un projet qui va être financé et géré en mode BOT. C'est-à-dire ça sera une concession qu'on va donner à une entité privée pour financer, pour construire, pour exploiter et maintenir les ponts, et après un certain nombre d'années les restituer aux États. Et on va arriver en 2022, cet accord va être ratifié par les 2 parlements. En 2021 au niveau du Congo-Brazzaville, et en RDC c'est en 2022 que c'est ratifié au Parlement, et aujourd'hui ça force d'un traité, cet accord interétatique. Toujours en 2022 au mois de juin, donc d'ailleurs le 22 juin 2022, il va y avoir maintenant les lancements de la procédure des sélections des entreprises, et il y a 7 entreprises, groupements d'entreprises qui vont répondre à l'appel à manifestation d'intérêt lancé d'ailleurs à Kinshasa pour cette sélection, et sur les 7 il y a 5 qui ont été préqualifiés pour soumettre les offres. Et en novembre 2022 toujours, il va se passer la signature de ce qu'on appelle de l'aide-mémoire pour le financement et les calendriers des étapes lors du forum pour les investissements en Afrique par la République du Congo, la BAD et puis Africa 50. Et l'étape où nous sommes arrivés aujourd'hui, après avoir parcouru toutes ces étapes, c'est de pouvoir maintenant arriver à sélectionner le constructeur du pont. Pour arriver à sélectionner le constructeur du pont, le seul élément qui reste en fait à pouvoir finaliser, c'est les cahiers des charges qu'on va remettre à ces 5 groupements. Et parmi les 5, un sera retenu, celui qui présentera une offre financière et technique qui permettra en fait de pouvoir construire le pont. Donc les études de faisabilité sont bouclées. Sur le plan légal, on est en ordre. Donc maintenant, c'est la phase de la sélection de l'entreprise qui va construire ce pont.
Ouais. Donc c'est maintenant dans cette phase où nous sommes. Sur les 5 préqualifiés de l'appel à manifestation d'intérêt, il faudra sélectionner maintenant un qui va financer, construire, parce que c'est un BOT. C'est un BOT. Transfer. Oui. Donc ça sera une concession, je crois, de 35 ans. Après, l'ouvrage pourra être restitué aux États. C'est le concessionnaire qui va gérer pendant 35 ans et il va reverser aux États, parce que normalement ce qui est en discussion, c'est ce qui va se passer. Les États vont prendre une participation dans la société de projet et en même temps ils auront droit à des dividendes, mais ils auront droit aussi à ce qu'on appelle des redévances, parce que le concessionnaire devra payer aux États une redevance, parce que ça sera une route à péage. Pour la première phase qui sera développée, c'est la partie pont. Ça sera une route à péage. Derrière, les concessionnaires versent des dividendes en fonction des actions que les États vont prendre dans la société de projet. Et deuxièmement, c'est des redevances, c'est comme un loyer qui va payer aux États pendant 35 ans. La construction du pont va durer combien de temps? Si on prend, dès qu'on lance les appels d'offres, on a recruté, on fait le bouclage financier et la construction pour prévoir 4 ans. 4 ans pour le pont. 4 ans pour la construction. Du pont. Et pour les rails, parce que vous avez dit qu'on commence d'abord par lancer le pont, et puis après, le rail va suivre. Le rail va suivre parce que pour le moment, comme je vous dis, la partie chemin de fer, c'est une partie qui demande beaucoup d'investissement. Dans le modèle économique et financier qu'on a, si on doit le mélanger avec les ponts, le projet n'est pas rentable. Donc les études ont prouvé qu'il fallait, pour se faire, séparer la partie route et la partie chemin de fer. Donc la partie chemin de fer, il y a un financement, un montage financier à part qui va se faire en fait pour cette partie chemin de fer. Donc pour les 4 ans, c'est pour le pont, pour finaliser le pont. Pour finaliser le pont, déjà dans le pont qui va être construit, on va déjà prévoir la partie route, comme je vous ai dit, qui est les tabliers au-dessus, et en dessous, sous forme de caissons, il y a la partie chemin de fer. Le pont, c'est un pont qui sera à même de pouvoir supporter et les trafics routiers et les trafics ferroviaires. Ce qui va rester maintenant, c'est les raccordements ferroviaires qui viennent au pont, mais aussi le chemin de fer pour la RDC. Je vais peut-être revenir surtout sur le choix du site. Le choix a été d'abord fait au niveau de Maluku pour plusieurs raisons. Parce que je peux déjà dire d'emblée que ce n'est pas le seul pont qui peut exister entre nous et Brazzaville. Selon qu'il y a cette volonté politique ou quoi, c'était un pont qu'on peut jeter à plusieurs endroits, mais ici c'est un choix qui vient dans le cadre de l'intégration régionale. Mais les 2 États à l'époque avaient choisi Maluku. Premièrement, parce qu'au niveau de Maluku, les 2 pays possèdent en fait de projets de développement des zones économiques spéciales. Et dans le cadre de la ZLECAf aujourd'hui, il y a ces développements des zones économiques spéciales. Et du côté de la RDC, vous avez la zone économique spéciale de Maluku qui est prévue. Et vous avez aussi une zone économique spéciale du côté de Brazzaville. Ça, c'était la première des choses. Et la vocation, c'était de pouvoir promouvoir en fait ces zones économiques spéciales. Et aussi, les 2 parties pour nous, c'est à l'est, pour eux c'est au sud. Cela correspond en fait aux zones d'extension des villes. Nous, notre zone d'extension de la ville de Kinshasa se retrouve plus du côté est, donc du côté Maluku, Ntsele, et aussi c'est de ce côté-là qu'ils ont prévu donc l'extension. Et troisièmement, vous avez, de par sa position géographique, Maluku est bien adapté pour le transport multimodal, où vous allez voir dans les cadres des raccordements qu'on va faire. De notre côté, nous avons les raccordements qui doivent se faire avec la RN1 et avec le projet de rocade qu'on est en train de faire dans la ville de Kinshasa, où on peut acheminer tout ce qui y aura comme surtout trafic de l'autre côté, ne passera pas par la ville. Ça doit passer en dehors de la ville pour ne pas créer des embouteillages. Et vous avez la plateforme aujourd'hui, le fleuve. Il y a 2 ports qui vont être construits de l'autre côté pour permettre aussi cette jonction en termes de mobilité. Alors, la partie ferroviaire va venir en même temps parce qu'on veut relier ici la section ferroviaire de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. C'est pourquoi on a choisi de mettre le projet Kinshasa et Lebo, qui permet à ce que l'Afrique australe et l'Afrique centrale soient reliées. C'est pourquoi, pour cet échange, surtout comme je disais, de plateformes multimodales, la partie Maluku
donner plus de choix pour le faire. Et après, vous avez toute cette considération un peu topographique aussi qui vient après. Parce que le site, par exemple, de Gombe, vous avez la fondation qui est à Fleur. Vous avez la roche qui est à Fleur. Donc, c'est plus facile de faire des fondations. Mais lorsqu'on entre dans ces critères économiques et de développement, c'est plus de l'autre côté qu'on a en fait choisi pour mettre ces ponts en fait. L'endroit le plus proche, ce n'est pas Kinsuka. Non, mais il y a toute cette partie à partir de la Gombe. Mais c'est qu'il faut aussi comprendre que quand on arrive à ces niveaux-là, le fleuve n'est plus navigable. Il y a toute cette partie liée au trafic qu'on veut développer, marchandises qui doivent venir de l'arrière-pays, tout cela. Donc ça joue un rôle. Donc ce choix, c'était plus économique, pas d'abord plus pour la traversée des individus. Parce que le site se trouve à 60 km de Brazzaville, mais à 70 km de Kinshasa par route. Si on est au beach, jusqu'au site, ça fait à peu près 60 km qu'il faut parcourir. Donc, quelqu'un pour traverser à Brazzaville ne va pas parcourir 60 km pour traverser. C'est plus cette vocation de trafic de marchandises qui est plus visée pour la traversée en fait de ce pont. Ça fera combien de minutes pour traverser en véhicule? Ça peut faire combien de minutes? Le pont te fait 1,5 km. 1,5 km avec une vitesse entre 60 et 70 km, c'est en quelques minutes que vous êtes de l'autre côté en face. Et puis avec le poste de contrôle unique frontalier tel que je l'ai dit, donc si vous êtes contrôlé en RDC, vous aurez en fait tout le service douanier de contrôle en un coin. Comme un guichet unique. Voilà, vous êtes contrôlé en RDC, vous sortez directement, il n'y a plus un deuxième contrôle. Si vous êtes contrôlé à Brazzaville, parce que dans ce poste vous avez et les agents de contrôle douanier et les agents de sécurité de deux États qui cohabitent, et comme ça on facilite, il y a un contrôle qui se fait une fois, comme on dit, one stop. Il y aura plus ces formalités que l'on a l'habitude de faire, que lorsqu'on quitte Kinshasa pour arriver à Brazzaville, il faut passer par différents services pour faire valider tout est fait à un seul endroit. C'est parce qu'aujourd'hui c'est vraiment dans cette vision d'intégration régionale de l'Afrique où ce pont a été conçu en fait. On va voyager toujours avec le passeport ou il y aura un document? Oui, les États ne perdent pas leur souveraineté normalement. Chacun garde sa souveraineté. C'est juste pour de faciliter de commerce que les deux services vont cohabiter. Et l'ensemble du projet coûtera combien? Bon, aujourd'hui, les études ont coûté, comme j'étais en train de le dire, les deux États ont reçu le don, eux pour le volet pont et pour le volet chemin de fer Kinshasa-Ilebo, à peu près 8 millions pour les études. Parce que c'est des études que, comme je vous l'ai dit, ça qui a commencé depuis 2009, jusqu'en 2017 où on a produit les derniers papiers. Alors, je dirais même 2022 parce qu'après il y a d'autres études qui ont été actualisées. Et vous avez un coût pour l'ouvrage pont lui-même. Parce que quand vous introduisez avec les accès ferroviaires, routiers, on est à peu près à près de 700 millions. Mais l'ouvrage lui-même, le pont seulement lui-même, se retrouve aux alentours de 600 millions. Donc l'ensemble de l'ouvrage pont, chemin de fer, c'est 700 millions de dollars américains. Ça, c'est avec les raccordements ferroviaires. 700 millions de dollars. Avec les raccordements ferroviaires, okay. Parce que vous avez des raccordements ferroviaires très importants qui vont se faire en l'autre phase. Moi, je parle de l'ouvrage lui-même, le pont, donc sur le fleuve. Et là, on est aux alentours des 600. Alors, ce sera la Banque africaine, ce sera le concessionnaire, celui qui a gagné le marché, qui va débourser l'argent pour tout cet ouvrage. Je crois que les États vont participer à un certain niveau. Principalement, ça sera les concessionnaires et Africa 50. La BAD intervient à deux niveaux. Il va intervenir avec son guichet public. Aujourd'hui, les accès routiers sont financés par la BAD. C'est la Banque africaine de développement qui finance les accès routiers des deux côtés. Chez nous, c'est à peu près 6,8 km. De l'autre côté, c'est à peu près 27 km d'accès routier. Au niveau maintenant de son guichet privé, les concessionnaires qui va gagner pourra aller voir la banque pour emprunter de l'argent et financer ces ponts. Donc la BAD donne ces facilités-là. Mais c'est les concessionnaires qui viennent qui va financer le projet.
Alors, Monsieur Bodom Matungulu, je rappelle que vous êtes expert, vous êtes en tout cas, on va dire, branché dans ce dossier projet Pont-Route-Rail. Quels seront les avantages? Vous écoutez cette polémique suscitée par cette question du Pont-Route-Rail. À Kinshasa, les leaders du Congo central, même certaines ONG, affirment que ce projet va plutôt être à l'avantage de la République du Congo, parce que la République du Congo a déjà le port en eau profonde de Pointe-Noire. Kinshasa et RDC n'avons pas un port en eau profonde. Qui gagnera dans cette affaire? C'est la RDC ou le Congo-Brazzaville? Alors, merci beaucoup, Monsieur Rick Ambago. Ça, c'est vraiment une question pertinente et je pense essentielle pour le projet, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, il y a cet agenda, certes régional, pour l'intégration régionale, mais il y a aussi la souveraineté de la RDC. Tout ce qu'on mène comme projet doit profiter à notre pays. Alors, j'aimerais juste souligner une chose, qui est dans les cadres des études qui ont été menées dans ces projets. Comme je vous ai dit, il y a eu des études techniques, des études environnementales, il y a eu des études juridiques, il y a eu des études financières et économiques. Il y a même un volume du rapport qui traite sur l'impact du projet sur la province du Congo central. Parce qu'à l'époque déjà, on évoquait déjà tous ces problèmes. Il y aura un impact sur... Si je vais en parler d'une manière générale. La rentabilité de ce projet. Il y a eu des simulations qu'on appelle des scénarios en termes d'études économiques qui ont été faites aujourd'hui pour montrer aujourd'hui si ce pont est fait sans que la RDC ne soit dotée de son port en eau profonde, c'est-à-dire en face on a le port de Pointe-Noire, quel est l'impact du projet? Aussi les scénarios où si la RDC a son port en eau profonde. Il est ressorti clairement de ces études que pour que ces projets soient avantageux pour la RDC devra se doter du port d'abord en eau profonde de Banana, parce qu'on doit avoir un port en eau profonde. Dès qu'on a le port en eau profonde, il y a un report modal. Au lieu que les choses passent par Pointe-Noire, ça va passer plutôt par Banana. 2, il faudrait aussi qu'on mette en place le prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Le chemin de fer qui doit aller de Kinshasa jusqu'à Matadi et avec son prolongement jusqu'à Banana. C'est dans ces conditions, dans ces préalables où le projet devient rentable pour la RDC. Donc, on est confronté ici à un agenda régional, parce que je vous dis aujourd'hui, il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine via les NEPAD qui veut l'intégration de l'ensemble des régions de l'Afrique, et derrière vous avez des projets qui sont des projets d'État. Alors lorsque on va initier ces projets, il se pose déjà la question de Banana à l'époque, mais dans la classification, parce qu'il y a une classification de projets. Sur les 55 projets du NEPAD, Banana fait partie. Ah bon? Le port en eau profonde de Banana fait partie. Mais maintenant, dans ces 55 projets, on les a en fait répartis à 4 niveaux. Le projet de niveau 1, 2, 3, 4. Le niveau 1, c'est ce qui présente un indice d'intégration régionale plus élevé. Et puis vous avez le niveau D qui vient après. Et puis vous avez le niveau 3 et 4 qui sont des projets où l'impact d'intégration régionale n'est pas en fait très élevé. Et Banana fait partie de projets, mais qui ont un indice d'intégration régionale niveau 4. Alors, le projet d'intégration 3 et 4, ce sont des projets qui doivent être financés par les États eux-mêmes. Mais tandis que le projet d'intégration qui présente l'indice 1 et 2, c'est des projets qui sont financés dans les cadres du NEPAD avec la Banque africaine de développement, tout ça. Et le chemin de fer Kinshasa-Ilebo fait partie en fait de projets qui présentent un indice 2 comme ça. Et c'est pourquoi c'est le projet Kinshasa-Ilebo qui avait été pris pour le compte de la RDC pour être annexé au projet du Pont-Route-Rail Kinshasa-Brazzaville. Banana ayant un indice 4, c'est un projet qui devait être financé par les États. Il faut ce port en eau profonde de Banana, mais c'est l'initiative des États. Parce que imaginez-vous, c'est depuis 2009 que ce projet a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui,
c'est à nous, l'État congolais. C'est nous qui traînons. C'est nous qui traînons. On a cette information depuis 2009. Qu'est-ce que nous avons fait pour construire le port en eau profonde des Bananes? Qu'est-ce qu'on a fait pour construire le chemin de fer Kinshasa-Ilebo, réhabiliter Kinshasa-Matadi et construire Matadi-Banana? C'est de la responsabilité des États. C'est-à-dire aujourd'hui, dans ces projets, on ne peut pas accuser les autres parce que il y a un agenda régional et nous, de manière stratégique, nous devons anticiper. C'est-à-dire que depuis 2009, on pouvait bien se mettre en train de travailler. Mais c'est pas pour que ça se réalise, c'est pas aujourd'hui. On peut être dans la procédure aujourd'hui, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que ces ponts deviennent opérationnels, il faut attendre au moins 5 ans. 5 ans. 5 ans pour que ce pont, qu'on voit aujourd'hui, le pont, pour traverser, vous avez au moins une année pour toute la partie contractuelle et 4 ans pour la partie de construction. Or, aujourd'hui, le port en eau profonde des Bananes, déjà en 2 ans, la première phase, nous pouvons la construire. Donc, entre-temps, nous, on peut déjà démarrer les travaux. On peut démarrer les travaux des Bananes, construire Bananes, jusqu'à ce qu'on arrive à 5 ans et que ces ponts soient construits. Nous, on peut déjà finir Bananes la première phase et passer même à la deuxième phase des Bananes et construire même les accès routiers. Ça, c'est en première phase. Et puis voir les accès ferroviaires, surtout pour la rentabilité de ces projets. C'est pour dire ici, M. Eric Ambago, c'est-à-dire, on doit comprendre une chose, qu'aujourd'hui, il y a cette vision planétaire de rendre le continent un seul village. Il y a des projets qui sont initiés au niveau d'intégration régionale, mais de l'autre côté, nous devons nous aligner pour ne pas être surpris par les effets pervers en fait de certains projets d'intégration régionale qui peuvent arriver. Il ne faudrait pas que la RDC constitue le blocage pour la réalisation de l'intégration régionale. Alors pour ce faire, nous devons anticiper et dans notre planification, intégrer cet aspect et voir comment est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, le projet de Banana, on peut bien les commencer à les finir avant même que les ponts ne soient construits. Donc c'est possible. Si le projet ne peut pas être financé directement par la BAD via son guichet public, mais il peut être financé via son guichet privé. Parce qu'il y a un guichet privé qui a été créé au niveau de la BAD qui permet à ce que aujourd'hui le concessionnaire au niveau des Bananes puisse solliciter les financements avec l'appui des États comme garantie pour avoir un financement pour le projet des Bananes. Et lorsque vous regardez dans le projet qui était arrêté dans l'annexe C du contrat sino-congolais à l'époque, on parlait des Bananes. C'est-à-dire que c'était un projet qui pouvait être financé par l'État. Moi, je dis même dans les cadres du programme sino-congolais, des 5 chantiers qui a évolué aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir mettre de l'argent. Déjà avec 400 millions, on a au moins la première phase des Bananes. Et ça peut être intégré dans les cadres des accords sino-congolais. Donc ce projet Pont-Route-Rail, même si nous on n'est pas d'accord, ça peut s'imposer à nous. Aujourd'hui, vous savez... L'RDC n'a pas le pouvoir d'empêcher la construction de ce pont. Non, l'État reste souverain. Vous ne pouvez pas dire à un État qui ne peut pas empêcher. Il peut empêcher, il peut refuser. Mais maintenant, aujourd'hui, on est, comme je l'ai dit, dans un contexte géopolitique, géoéconomique, géostratégique. C'est-à-dire... il y a des choses qui vont s'imposer à nous par l'état des choses en fait. Mais il faudrait que nous, derrière, nous puissions avoir cet esprit d'anticipation. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est la planification. Ça, il faut qu'on le dise. On doit planifier les choses en fonction des enjeux géopolitiques, géoéconomiques. Moi, je parle des géodémographiques. Parce que la RDC en 2050, c'est le 8e pays le plus peuplé au monde, avec plus de 215 millions d'habitants. Tout ça, ça se planifie. On est en train de prôner aujourd'hui avoir de TGV. Tu prends ton TGV ici, tu vas en Afrique du Sud, tu vas au Maroc. C'est ça en fait l'Afrique de demain. Et face à cela, il faut que nous puissions avoir une planification stratégique pour dire comment nous répondons à ces enjeux. Est-ce qu'on sait à peu près quel sera le volume du trafic entre Kinshasa et Brazzaville lorsque ce pont sera jeté? Il y a certaines informations qu'on ne sait pas donner parce que ce sont des résultats des études et surtout qu'il y a l'appel d'offres qui devra être donné. Ça va découler en fait de prochaines étapes. Dans le document d'appel d'offres qu'on demandera aux entreprises de faire des simulations sur
les recettes. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le choix même du site est lié à une vision de développement industriel. Je vous ai parlé des zones économiques spéciales. Et dans l'étude des trafics, on a en fait fait des simulations sur les trafics qui devaient être générés par les nouvelles zones économiques spéciales. Jusqu'en 2040, on s'attend à près de 1 milliard de tonnes qui doit venir des zones économiques spéciales. Il y a les rapports aujourd'hui sur les rapports de trafic portuaire qui vont se faire. Je rappelle que notre invité, c'est M. Boto Matungulu, expert en infrastructure. Il était au cœur de ce projet Pont-Route Rail Kinshasa-Brazzaville. Alors, M. Matungulu, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Eric, cette semaine, les prix des denrées alimentaires de première nécessité n'ont pas bougé. À l'exception du sucre, le sachet de 5 kg qui coûtait 18 voire 20 000 francs coûte actuellement 16 500 voire 17 000 francs. Le sac de riz de 25 kg varie toujours entre 75 et 76 000 francs congolais. Celui de la semoule est toujours à 56 000 francs, le sac le moins cher. Parlons des vivres frais. Les chanchas coûtent toujours 10 000 francs le kilo comme la semaine passée. Le carton toujours à 85 $, il est à 95 $ américains. Le carton de la viande de bœuf coûte 125 $ comme la semaine passée. Le kilo est à 22 000 francs congolais. Le carton de cuisse de poulet est à 23 $. Le kilo est à 7 500. Certains vendeurs sont à 8 000 francs congolais. Le carton de poulet sans emballage, appelé communément poulet nu, coûte 23 $ comme la semaine passée. Et un poulet varie entre 12, 13 et 14 000 francs congolais, c'est selon le poids. Les côtes des porcs se font rares depuis les fêtes de fin d'année. C'est une tenancière d'une chambre froide située au grand marché de Kinshasa qui l'a dit. Les poissons salés sont à 23 000 francs le kilo. Il était à 22 000 francs congolais. Les bananes plantains sont de plus en plus visibles sur les étalages et même dans les supermarchés. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie toujours entre 28 et 30 000 francs congolais. Les prix n'ont pas changé. Un seau de cossette de manioc coûte 20 000 francs. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 3 500 francs congolais comme la semaine passée. Un plateau d'œufs coûte 22 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de farine de froment revient à 4 500 francs et un pain coûte depuis des semaines 500 francs congolais. Les prix d'haricots sont fixés comme la semaine passée. La mesurette varie entre 3 500 et 5 000 francs congolais. Un tas de poissons fumés varie entre 10 et 100 000 francs congolais. Un filet d'oignon coûte 35 voire 40 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 5 000 francs comme la semaine passée. Une botte d'oseille coûte 1 000 francs. Une botte des amarantes coûte 2 000 francs congolais. Un tas de mangoustons varie entre 2 000 et 5 000 francs. Un tas de safou varie entre 2 000 et 5 000 francs congolais. Une pastèque varie entre 8 000 et 20 000 francs congolais. Une chikwang varie entre 1 000 et 2 500 francs congolais. 4 grillons ou makelele coûtent 1 000 francs congolais. Merci Béro Matanda, merci pour cette rubrique. On vous retrouve la semaine prochaine. Monsieur Boto Matungulu, on arrive à la fin de l'émission. Quelques questions rapidement avant de nous séparer. Par rapport au prix des biens et services en RDC, les prix qui sont en surchauffe, le gouvernement a tenté de faire baisser les prix, mais ça n'a vraiment pas marché. Qu'est-ce qu'il faut ? Bon, vous savez, la question surtout liée au coût, il y a plusieurs facteurs. La meilleure manière de pouvoir maîtriser cela, il faut être un pays qui produit. Vous ne pouvez pas dépendre que des importations. Et aujourd'hui, si on veut être un pays qui produit, il faut développer les infrastructures. Quand je parle des infrastructures, toute la logistique des transports, les infrastructures des transports, mais aussi l'énergie. Le rapport de la Banque mondiale a démontré que 40% de tout ce qui est produit à l'intérieur du pays périt avant d'arriver dans les centres de consommation. Par faute de transport, par faute d'énergie, parce qu'on ne sait pas conserver, qu'on puisse avoir une vision intégrée du développement des infrastructures. Et c'est là où on parle du projet Dinga, parce que vous allez voir même la vision à l'époque, lorsqu'on parle de la ZOFI, la zone franche Dinga, c'est une vision industrielle intégrée avec l'énergie, intégrée avec le transport. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, cette planification intégrée qui permet à ce que nos projets puissent être des projets qui vont réellement être bien ficelés, bien montés pour bien s'exécuter. Et lorsque on aura fait cela, l'impact c'est qu'aujourd'hui, on va nous-mêmes produire, on va limiter nos importations, on produira localement et quand on a la route,
ça permettra à ce qu'on réduise le coût de transport et vous allez voir les denrées alimentaires vont baisser. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bonnes routes à Kinshasa? Vous savez, la qualité de la route dépend de 3 indices. 1, de la conception, comment on finance ces routes, comment les études sont menées. Je prends tout ça dans la conception parce que si les études sont mal menées, vous payez les prix à la fin. Deuxièmement, c'est comment ces routes sont exécutées. Et là, on tient compte de l'entreprise qu'on recrute, la qualité de cette entreprise, l'expérience de cette entreprise. Et troisièmement, c'est les contrôles. Donc la somme de cette rigueur-là permettra qu'à la fin qu'on puisse avoir des routes de qualité. Mais encore une fois ici, le plus grand problème, comme vous savez, on l'a toujours élevé, c'est le financement. Comment on se met pour financer? Parce qu'il y a beaucoup de projets, mais deux fois on n'a pas d'études. C'est pourquoi moi je dis toujours qu'on n'a pas des projets, on a des intitulés des projets. Parce que quand on parle de projets, il faut qu'il y ait des études techniques, des études de rentabilité pour maîtriser les coûts de ce projet. Tant qu'on n'aura pas résolu tous ces problèmes, ça sera compliqué. Je rappelle que notre invité c'était M. Boto Matungulu, il est expert en infrastructure, il est aussi président du think tank RDC Stratégie. M. Matungulu, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je sais que on vous a pris entre une conférence, d'ailleurs cette émission se déroule un peu à côté de votre conférence. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à Miguel Mélan, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Ambagou. À très bientôt.